faut les dire maintenant. Tout de suite. Et effectivement, comme c'est important que vous disiez, il y a des types BD qui sont très bien. Par exemple, il y a une BD sur la dyspraxie où c'est le roi d'Agobert et c'est hyper intéressant. Il y a plein d'outils pour ça, pour expliquer aux enfants et ça les rassure terriblement, hein. Ça dédramatise. En fait, il faut dédramatiser parce que c'est pas un drame. Il faut le dire maintenant. Parce que si on ne le dit pas avec des mots, eh ben, elle a des aménagements et puis elle continue à grandir et puis on ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut être transparent. Bien sûr qu'on doit le dire. Du coup, vous me faites regretter de ne pas avoir montré le petit bout de film et je vais vous le montrer après. J'ai un film sur les handicaps adultes. Il faut le dire. Et là, c'est notre chantier actuellement parce que grâce à votre collectif là et tous les gens qui travaillent de fond quotidiennement, je trouve que le message dans les écoles, il est passé maintenant. Mais il n'est pas passé dans l'entreprise. Et imaginez un gamin TDAH dyspraxique qui a eu son tiers-temps, son AVS, son secrétaire lecteur, etc. Le gars, il passe son BTS en alternance, machin, et il trouve un boulot. Il arrive, open space. Alors qu'il a passé tous ses examens dans une pièce à part avec un casque pour ne pas entendre de bruit, etc. Là, il est dans un open space, il ne comprend pas le gars. Et il y est mon AVS, ah ben non, il n'y en a plus. Donc l'entreprise n'est pas du tout, pour l'instant, habilitée donc ils ont pris beaucoup de retard et ils sont en train de le rattraper. Je passe mon temps à faire des conférences. J'étais au ministère de la Recherche pour expliquer comment on pouvait mobiliser les entreprises pour leur apprendre ça. N'oubliez pas aussi que, je leur dis, alors c'est dur hein, pour eux, tu sais que maintenant, tu en as bavé pendant toute ta scolarité. Là, tu viens d'avoir ton BTS, l'alternance. Hein, pour ces gamins-là, l'alternance, c'est parfait. Tu viens d'avoir ton BTS, tu vas avoir un boulot. Est-ce que tu penses, tu as la possibilité que je te remplisse à nouveau un dossier MDPH? Non, j'en ai ras-le-bol, dossier MDPH. Si, écoute bien, je vais te remplir un dossier MDPH pour te demander la RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et ça ne s'arrêtera jamais, mon handicap. Écoute-moi bien. Tu en as bavé pendant toute ta scolarité. Et là, grâce à la RQTH que tu vas avoir, que tu as le droit, eh bien, tu vas passer devant les autres. Parce que l'employeur, il a des avantages fiscaux. Tous les employeurs doivent prendre un quota d'handicapés. Ils préfèrent prendre un handicap invisible où ils ne sont pas obligés de refaire le plan incliné pour aller aux toilettes, etc. Et en plus, malin, ils savent maintenant que le dyslexique, il va être plus performant que les autres. Que le trouble du spectre autistique, il va être hyper organisé une fois qu'il a appris la tâche, etc. Donc la RQTH, c'est un juste retour des choses, hein, et de plus en plus, je le demande. Et vous pouvez le demander même quand ils sont pas encore, ils n'ont pas encore un job, mais pour qu'ils puissent avoir des stages quand ils sont en alternance. Ce que vous êtes en train de dire, c'est le sac à dos, quoi. C'est le sac à dos qu'a l'enfant, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas, mais il sent bien que papa ou maman se retrouvent en lui. Euh, c'est quasi systématique, c'est tout génétique ces affaires, hein. TDAH, la dyslexie, la dyspraxie, etc. Donc il y a forcément un des deux parents ou parfois un grand-parent qui l'a. Sauf qu'à l'époque, on n'en parlait pas comme ça. Et que le papa ou la maman qui avait le trouble 10, il en a bavé. Et puis il n'a peut-être pas pu avoir la réussite professionnelle qu'il aurait pu avoir. Donc pour répondre à votre question, c'est fondamental de faire le lien, hein, entre. Peut-être que ça vous évoque aussi, et vous, madame, monsieur, alors ils me font la même remarque que ce que vous avez dit. Et vous, monsieur, vous n'étiez pas comme ça, petit? Ah ben non, quand même pas. Et sa femme, elle dit, dis donc, t'as vu ce que dit ta mère, quand t'étais petit, on te tenait en laisse et tout, machin, etc. Ah oui, mais c'était pas pareil. Ici, c'était pareil. Donc effectivement, il y a une forme de déni. Parce que, pourquoi le déni? Pourquoi je ne veux pas le reconnaître? Ben parce que c'est des souvenirs qui sont trop douloureux. Mais si on le ramène positivement en disant, bah oui, vous voyez, que ça ne va pas empêcher d'avoir une famille, etc. Et maintenant, on a la chance pour votre enfant de pouvoir l'aider, mais il aimerait peut-être bien que vous lui parliez aussi, vous, de votre histoire. Il faut lever ces tabous, il faut lever ces secrets qui sont des obstacles pour aller mieux. Parfois, c'est pas le mari, parfois, c'est la maman. Et je leur dis, et je leur pose la question, et vous, comment vous étiez petite? Alors, il y a celles qui sont objectives, qui disent, bah oui, on m'appelait, il y en a une qui m'a dit l'autre jour, on m'appelait Fifi le brin d'acier. Vous savez, Fifi le brin d'acier. C'est-à-dire qu'une gamine qui était insolente, etc. Et puis, il y a des mamans qui se disent, bah non, non, c'est là qu'il faut gratter un peu. Vous savez que le TDAH chez les petites filles, il n'a pas tout à fait la même forme que chez les garçons. Et vous n'étiez pas un peu tête en l'air, etc. Donc, tu l'amènes progressivement à avoir conscience de ça.
Après, le petit garçon TDAH, on avait dit, quand on avait fait la séance, que c'était l'attitude idéale, c'est la fermeté bienveillante. Il faut être ferme. J'avais breveté ce terme. Il faut être ferme d'abord, parce que si vous n'êtes pas ferme avec un TDAH, il vous marche dessus. Moi, j'en ai deux, hein, de mes propres enfants qui ont TDAH. Ils vous marchent dessus, ils ne font pas attention à quoi que ce soit. Donc, et la fermeté les rassure, mais les rassurer, c'est bien, mais il faut éviter de les briser. Et si on n'est pas bienveillant et qu'on les engueule tout le temps, c'est pas bien. Donc, fermeté bienveillante. Rappelez, un point fondamental pour moi, c'est de, quand on lui dit quelque chose, on critique un comportement et pas l'enfant. Rappelez-vous, c'est la même histoire que le pianiste, là, hein. Le pianiste est intact. Donc, euh, Maxime, quand tu adoptes ce comportement est insupportable. C'est dommage que toi, tu es un petit garçon qui peut être adorable. Alors que si on me dit, tu es insupportable, eh bien, on mélange son comportement et sa personnalité et on brise progressivement et on affaiblit progressivement son estime de lui. Il ne faut pas les faire travailler. Il ne faut pas que les parents les fassent travailler, c'est la catastrophe. Ou alors, si on les fait travailler, il faut accepter les codes du TDAH. Pas plus de 20 minutes, mais même au collège et au lycée. Ils ont 20 minutes, la fenêtre attentionnelle. Donc, si tu lui demandes, allez, maintenant, tu continues à travailler, là, il a épuisé son capital attentionnel, donc c'est foutu. Donc, il faut qu'au bout de 20 minutes, il puisse se lever, aller faire pipi, grignoter, jouer, et puis il recommence. Et puis, moi, je me rappelle, je me faisais massacrer quand j'étais petit par mes parents parce que je ne pouvais pas réciter autrement quand j'étais couché par terre sur le dos et je jetais une balle de tennis sur le mur. Et quand ma mère me disait, bon, tu peux pas travailler comme ça, donc tu te lèves, tu poses ta balle, tu t'assois, et maintenant tu ne bouges plus. Et j'ai plus d'attention, c'est fini. C'est-à-dire que toute mon énergie a été mise au service de il faut que je me calme et je ne peux plus apprendre. Donc ils peuvent apprendre que comme ça. Donc il faut accepter toutes ces petites règles. Et c'est un autre truc qui marche aussi, et s'il y a des TDAH adultes, vous le savez, si vous avez un truc à faire qui vous saoule, une grosse tâche, mais je ne sais pas, si vous êtes prof, vous avez 50 copies à corriger. Pour lundi, quand on est TDAH, on procrastine. Quand on n'est pas TDAH, on va les faire tout de suite samedi pour qu'on soit tranquille. Si on est TDAH, on va dire je les ferai samedi soir. Non, je les ferai dimanche matin. Donc dimanche soir. Et puis après le film, à 23 heures dimanche, là, vous êtes au bout de votre vie et vous vous dites, là, j'ai plus le choix, il faut que je les fasse. Avec en plus une culpabilité que vous êtes travaillé tout le week-end, en disant j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. Plus, vous avez expliqué ça chez le TDAH adulte, une capacité quand même hors norme, venue d'ailleurs, pour vous inventer des trucs à faire pour justifier que vous ne fassiez pas les copies pendant tout le week-end. Je ne pouvais pas, il fallait que je désherbe, que je tourne, que le machin, etc. Mais l'hiver, hein, quand même. Euh, alors qu'il aurait suffi d'utiliser l'arme absolue et de dire non, mais 50 copies, c'est impossible. Par contre, 5 fois 10, ça va être possible. Et donc, apprendre, pour répondre à ta question, apprendre aux parents en disant disséquer, faites-lui des petits paquets de petites choses à faire. Et à ce moment-là, il n'a pas l'impression d'être devant un truc insupportable. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça à utiliser. Mais si on veut, face à un enfant TDAH, le faire travailler comme on aimerait que tout le monde travaille, c'est même pas possible. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire un exercice, un effort. C'est comme s'il il est paralysé dans un fauteuil roulant et qu'on lui dit lève-toi. Je ne peux pas, je suis paraplégique. Fais un effort. Là, je dis ça au prof. Vous allez lui dire, fais un effort. Quand vous lui dites, arrête de bouger, arrête de te balancer, etc., fais un effort, mais il ne peut pas. Il est 4 heures de l'après-midi, il a épuisé toutes ses compétences.